Bonjour Bruno Solo, Bonjour. merci de nous rejoindre à la Galerne, de revenir à la Galerne. Salut. Cette fois-ci pour présenter Les Visiteurs d'Histoire quand l'histoire de France s'invite chez moi. C'est un livre paru aux éditions du Rocher. Bruno Solo, comment avez-vous choisi vos convives? Parce que quand même, mince alors, ces 12 personnalités historiques que... Je suis le 12e. Oui, c'est vrai. Que vous invitez chez vous, il fallait qu'ils répondent à des critères précis. Comment est-ce que vous les avez choisis? Eh bien oui, effectivement, parce que comment choisir quelqu'un plutôt qu'un autre, surtout dans un dîner imaginaire extravagant où effectivement j'étais tout à fait libre de dire toi tu viens pas, puisque de toute façon il n'y a pas de reproche possible, ils sont tous décédés par définition. Donc je peux m'amuser avec leur esprit, avec leurs fantômes si tant est qu'ils existent. Donc voilà, j'ai essayé de les lier à mon histoire intime. Voilà, tous et toutes et tous, j'ai essayé de trouver des liens, alors qui pouvaient être géographiques, comme pour Éloi, qui a créé un quartier à Paris qui s'appelle le quartier du Marais, et c'est un quartier dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai fait mes études. Ça pouvait être le personnage de Charles du Chevalier d'Éon, parce que j'avais écrit sur le Chevalier d'Éon, une série qui finalement ne s'est jamais faite. Voilà, à chaque fois j'ai essayé de trouver des liens, alors j'ai même inventé des... Je reste un peu romancier, donc pour le Cavalier de la Salle, par exemple, René Robert Cavelier de la Salle. Alors là, j'ai tiré un peu par les cheveux parce qu'il s'appelle La Salle et c'est mon vrai patronyme. Je m'appelle Bruno La Salle et non pas Bruno Solo. Donc là, je me suis un peu amusé avec ça. Je me suis inventé une sorte de cousinade avec lui pour le faire parler et lui faire cracher voilà, tous ses mensonges parce que c'est un grand baratineur. Donc voilà, à chaque fois, j'ai essayé de les lier. Michel L'Hospital, c'est parce que j'habite à côté d'une rue qui m'amène jusqu'au Sénat où je travaille très souvent parce que dans le cadre d'une émission que je fais sur France 5 où je raconte l'histoire de La guerre des trônes. La guerre des trônes, je suis très souvent allé au Sénat. Voilà, j'ai essayé de les lier à mon histoire intime, mais aussi parce qu'il fallait qu'ils m'intéressent, qu'ils me passionnent. Voilà. Oui, parce qu'il fallait qu'il soit volubile, éloquent, passionné, exalté, fou, respectable comme dissolu, probe et débauché, méritants et indignes, bref, mes morts devaient être diablement vivants, et là bien sûr je vous cite. Ouais, c'est l'introduction du livre, c'est mon avant-propos, parce que je suis parti du postulat d'une phrase de Oscar Wilde qui dit il est absurde de séparer les gens entre vertueux et corrompus, les gens sont soit charmants, soit ennuyeux. C'est un peu cynique, mais c'est très drôle. Et c'est vrai qu'après, quand vous faites le conte dans un dîner, par exemple, qui est celui ou celle que vous retenez le plus, celui qui a raconté le mieux et le plus d'histoires. On n'est pas nécessairement sûr que ces histoires soient vraies, que tout soit très moral, mais c'est lui qui nous a fascinés. Et il y avait de l'emphase. Il y a de l'emphase, il y a de la vibration et tout, il y a de la passion, il y a de la fièvre. Après, quand vous connaissez plus intimement les gens, vous vous rendez compte qu'effectivement, il n'est peut-être pas nécessairement très fréquentable. Mais l'espace de cet instant, il vous a fait vibrer, il vous a amené très haut, et c'est ce que je crois qui est le plus appréciable dans l'histoire et dans les histoires de l'histoire. Alors justement, parlons de personnages peu fréquentables, il y a Clovis. Bon, c'est le premier invité, un convive savoureusement infréquentable qui se présente avec une hache à la main, en tout cas chez vous. Ça va, ce livre, jusqu'à Georges Mandel, qui lui, c'est beaucoup plus sérieux, devine avant beaucoup d'autres le réarmement de l'Allemagne. Ouais. Alors, vous emmenez le lecteur à traverser les siècles avec vous. On a l'impression, donc, à travers ce livre, Bruno Solo, que toute l'histoire vous intéresse, toutes les périodes, et non pas une époque en particulier. Bah oui, parce que je suis un garçon curieux, et comme je ne suis pas un historien, je ne suis pas un chercheur, je ne peux pas avoir la prétention d'être un spécialiste d'une époque. Maintenant, à titre personnel, en tant que lecteur, en tant qu'amoureux de l'histoire, il y a une période qui me fascine tout particulièrement, c'est le XVIIIe siècle. Voilà, le siècle des Lumières, ce moment où la possibilité est donnée au peuple de ne pas simplement subir l'histoire, mais peut-être de la faire grâce à Diderot, Voltaire, d'Alembert et tout, qui font l'encyclopédie et qui donnent les moyens d'enseigner les savoirs du monde. Et autrement que simplement par l'Église qui détenait ce savoir, enfin qui croyait détenir le savoir et qui l'imposait. Là, en donnant les germes d'une autre connaissance au peuple, peut-être que ça lui a donné les moyens de s'émanciper et d'être plus grand, le peuple, voilà, et de prendre ses décisions. On sait ce que ça va donner. Donc peut-être que le 18e, j'aurais aimé le vivre comme ça. Évidemment, dans les salons où les choses se passaient, j'aurais pas aimé le subir, voilà, la famine, la misère et être servile, voire un esclave. J'aurais aimé être effectivement dans les salons où les choses se décidaient. J'aurais bien aimé m'asseoir à côté de Voltaire, lui dire alors qu'est-ce qu'on fait. J'ai quand même eu l'impression, Bruno Solo, en vous lisant que, voilà, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un, une ou un,
qui l'impressionne le plus? Et en me posant cette question que je vous pose maintenant, parmi vos convives, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas finalement Louise Michel, dont vous dites que, je cite, l'intensité de son engagement donne le vertige? Oui, Louise Michel m'a toujours fasciné. J'ai failli appeler ma fille Louise. Ça s'est joué sur un pile ou face avec mon épouse. Et finalement, c'est un autre prénom qui l'a emporté, mais je ne le regrette pas. Mais c'est vrai que Louise Michel, c'est quelqu'un dont mes parents, et notamment mon papa, parlaient avec fièvre à la maison. Il en parlait comme d'une femme exemplaire, d'une femme dont la religion était la révolution. C'est-à-dire qui rentrait en révolution comme d'autres rentrent en religion, avec une foi, une intensité, une dévotion, un engagement total que je trouve assez admirable à une époque où même au sein de la commune de Paris, avec Jules Vallès et d'autres, elle était quand même rabrouée en tant que femme. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit à la parole, elle n'avait pas le droit au vote, on écoutait ses avis, on appréciait son engagement, sa fièvre. Mais pour autant, dès lors qu'elle devait donner son avis au moment du conseil de la commune, on dit « Attends, t'es une femme, tu te tais ». Eh bien, malgré ça, elle s'est battue avec les hommes, elle a voulu les délivrer. Elle disait toujours, d'ailleurs, elle a dit cette phrase merveilleuse, elle a dit l'ouvrier et l'esclave, la femme de l'ouvrier et l'esclave de l'esclave. C'est-à-dire que véritablement, la condition de la femme à la fin du 19e siècle, c'était vraiment terrifiant. Beaucoup plus presque qu'au 17e ou au 18e, où de quelques femmes, comme la marquise de Pompadour, par exemple, ont été la marquise des Lumières, comme on l'appelait. Alors évidemment, c'était des aristocrates. Évidemment, on n'a pas beaucoup de traces des femmes du peuple qui auraient pu influencer leur époque. Mais chez les aristocrates ou chez les nobles, chez les bourgeois, il y avait des femmes qui étaient capables de temps en temps de donner leur avis. Elles étaient toujours mises au banc de la société, mais elles étaient capables. Je pense à Émilie Châtelet, etc. Mais au 19e siècle, il y a une femme du peuple capable de prendre la parole et de mener des hommes. Depuis Jeanne d'Arc, on n'avait pas eu ça, quasiment. Et en plus, elle, avec le sentiment, pas simplement de la patrie, mais le sentiment de l'humanité, Et un sentiment que c'est l'humanité qu'il fallait sauver au travers de ses engagements. Donc oui, je la trouve remarquable de ce point de vue-là. Oui. On aurait pu aborder beaucoup d'autres sujets, Bruno Solo, mais j'en retiens un dernier. Ouais. Parlons d'Europe. Ouais. Car, et c'est formidable de savoir, à travers ce livre, et c'est l'histoire, que l'Europe des 6 nations était déjà réunie quasiment un millénaire avant la création de la CE en 1957. On était à l'époque sous Charlemagne. Ouais, Charlemagne a tenté, Charlemagne qui n'est pas français, pas français comme Clovis d'ailleurs, si tenté que ça veuille dire quelque chose à cette époque-là. Ouais. La nation, jusqu'à Philippe Auguste, l'idée de la nation n'existait pas, tout ça a été très éparpillé, mais Charlemagne avait déjà quand même conscience qu'il fallait réunir un petit peu les différentes nationalités, les différents royaumes, les différents duchés, les différents comtés, et en faire une nation qui était plus forte pour grandir ensemble, par son savoir, par sa culture, par ses alliances. Effectivement, il avait déjà réfléchi à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait l'empereur Charlemagne. Mais heureusement qu'il était bien entouré, Charlemagne, parce que s'il avait tenu qu'à lui, il aurait été comme c'était un va-t-en-guerre quand même. Oh, un bout de feu, quand même. Oui. Encore un. Alors qu'il avait à ses côtés, c'est lui que j'évoque dans le livre, Alcuin. Alcuin qui était l'écolâtre de Charlemagne et qui est le véritable pas inventeur, ça veut rien dire, mais c'est lui qui a vraiment initié l'idée d'une école universelle. C'est ça. Même si au début, elle s'adressait qu'aux nobles et aux aristocrates, mais quand même, il a eu envie de donner les moyens à chacun de lire, et par la lecture et par la culture de s'émanciper. Et Alcuin est un des premiers à l'avoir fait. D'ailleurs, Alcuin, c'est un personnage qui est fascinant parce que lorsque je me suis intéressé à l'histoire, lorsque j'étais tout petit, je me souviens qu'à l'école, on parlait de Charlemagne, évidemment, et mon père est le premier qui m'a dit d'accord, Charlemagne, mais regarde l'histoire de manière transversale, regarde aussi ceux qui sont à côté qu'on n'évoque jamais en cours. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, en me disant, l'histoire qui nous a enseigné, elle est essentielle, sans aucun doute, elle peut être un peu falsifiée, mais c'est bien de se donner les moyens d'aller voir l'histoire un peu parallèle, les chemins de traverse. Et dans les chemins de traverse, c'est là que lui, mon père, m'a fait découvrir Alcuin, et parce que j'ai découvert Alcuin, après je me suis dit, n'écoutons pas que la version officielle et sachons un peu nous ouvrir aux histoires grâce à l'histoire. Voilà. Allez, quelques derniers mots. D'accord. Il y a sûrement des convives qui manquent. Oh. On pourrait refaire un deuxième dîner. Lesquels? Ah là, oui, ça y est, on me met déjà la pression, si vous saviez. Oui, il faut, parce que le livre, je suis ravi, il marche, il a rencontré un joli succès librairie, donc oui, je suis déjà sur l'idée
de faire un deuxième repas. Là, j'ai sacrifié des personnages, parce que ou soit il y avait déjà trop de choses qui avaient été dites sur eux, je voyais pas ce que je pouvais amener, je voyais pas très bien la discussion que je pouvais entamer, ou alors on n'avait pas suffisamment de matière. Les historiens avec qui j'ai travaillé m'ont dit là on va pas trouver grand chose de nouveau qui n'ait déjà été dit ou dit d'une autre manière. Donc voilà, j'ai fait des choix. Mais donc pour le deuxième, je me suis dit peut-être que je ne vais pas recevoir, mais c'est moi qui vais aller chez mes convives. Ouais. Et donc je vais pouvoir voyager à la vitesse de la littérature, c'est-à-dire de la vitesse de la lumière. C'est ça qui est génial avec un livre. On peut passer d'un endroit à un autre en l'espace d'un instant, parce que l'imaginaire est puissant et plus rapide que n'importe quoi. Donc je vais peut-être passer de Beaune pour aller voir Beethoven à Nice pour aller voir Garibaldi. Je vais peut-être m'intéresser à des personnages qui me fascinent aussi, mais qui seraient des personnages plus internationaux. Voilà. Mais c'est pas encore sûr, je farfouille pour l'instant. En tout cas, à la fin de ce beau voyage, repassez par la Galerne. Merci Bruno Solo. Et je saurai ce que je viens faire dans cette galerne, à la différence de Scapin. Merci beaucoup.